passer aux questions des députés présents. Et je donne bien sûr la première question tout logiquement à Madame Amiot, qui était en avance et nous en retard tout à l'heure. Madame Amiot, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. J'avais une question concernant le sport, donc. Vous diffusez, vous l'avez rappelé, notamment du football, principalement masculin, mais pas que. Et d'ailleurs, je vous en félicite parce que il y a un véritable enjeu aujourd'hui à diffuser tous les sports féminins. Et ma première question va être d'ailleurs celle-ci. Est-ce que vous avez déjà évalué quel est en proportion la quantité, enfin le nombre d'heures de diffusion de sport féminin comparativement au sport masculin, en mettant éventuellement de côté les rencontres mixtes. Ça, c'est vraiment une question basique pour se faire une idée de l'importance que vous mettez justement à la diffusion des sports féminins, d'une part, et parce que je sais que Canal+ a toujours été très vigilant justement à la diffusion de programmes inclusifs et a pris sa part de ce fait dans la lutte contre beaucoup de formes de discrimination. Je voulais revenir sur les diffusions des matchs en presque direct, puisque je sais que il y a toujours un petit laps de temps entre le match en lui-même ou une rencontre sportive et la réelle diffusion. Donc on appellera direct, mais on sait qu'on a un petit temps de latence qui permet aux équipes de monter notamment et de choisir les images qu'ils diffusent. Justement, est-ce que vous avez donné des consignes sur les rencontres sportives qui sont à risque, notamment en termes de chants, de slogans qui pourraient revêtir un caractère sexiste, homophobe, raciste ou des appels à la violence dans les rencontres sportives. D'une part, donc pour les directs, mais aussi sur les replays. Est-ce que vous avez donné des consignes? Est-ce que vous avez une politique particulière pour supprimer ou rendre inaudibles ou invisibles des chants, des slogans qui auraient donc ces caractères discriminatoires et donc illégaux? Et je pense que, et pour vous rassurer, je pose la même question à tous les diffuseurs sportifs. Merci beaucoup, Madame la députée. La première réponse, donc, sur les précautions que nous... Je commence par votre dernière question. Sur les précautions que nous prenons pour les directs. Cette première précaution, elle s'appelle l'expérience. Depuis le 9 novembre 1984, Canal+ diffuse du sport en direct, notamment du football. Nous avons dans toutes les composantes de la chaîne de fabrication, de la production, de la captation, de la réalisation, les meilleurs professionnels. D'ailleurs, l'un de nos réalisateurs attitrés a réalisé la finale de la Coupe du Monde de football 2022 pour la réalisation internationale, plusieurs milliards de téléspectateurs. C'est un réalisateur qui travaille à l'année sur Canal+. Donc il y a un certain nombre de réflexes. Dernièrement, on a vu, mais ce n'était pas sur Canal+, on a entendu malheureusement des propos racistes et homophobes lors d'un match de foot en France. Dans une pareille situation, je ne peux pas dire que ça ne nous serait absolument pas arrivé, mais nous avons un certain nombre de réponses à ces situations-là. Évidemment, baisser l'intensité de la captation sonore aux endroits problématiques, ne pas filmer des banderoles qui porteraient éventuellement des messages à caractère raciste, homophobe ou autre. Nous avons même dans nos régies de captation et de production la possibilité extrême qui serait de remplacer le son problématique par un son neutre. Nous sommes capables de le faire. C'est une décision que nous pouvons prendre en quelques secondes. Après, nous ne sommes pas responsables en tant que diffuseur et réalisateur des matchs de ce qui peut se dire à un instant T dans le direct, dans un match ou sur un stade, ou de quelqu'un qui peut sortir une banderole ou qui peut faire une apparition sur une pelouse ou sur un podium. Néanmoins, toutes les précautions sont prises et nous avons à toutes les chaînes de la fabrication et dans tous les sports, j'ai parlé du football, mais c'est le cas aussi dans le rugby ou dans d'autres compétitions, ces réflexes-là. Après, il y a un distinguo entre les compétitions dont nous sommes les réalisateurs
principalement en compétition sur le sol français. C'est le cas aussi pour la Ligue des Champions. Les matchs de Paris et de Marseille ou de Lens qui se disputent sur le sol français sont réalisés et captés par nos équipes pour le monde entier. Et dans d'autres sports, principalement les compétitions dites championnat du monde, Formule 1 ou moto, nous diffusons une captation qui est internationale. Et donc nous sommes diffuseurs du départ à l'arrivée des courses, mais pas réalisateur proprement dit des images à ce moment-là. Néanmoins, les mêmes consignes de prudence s'appliquent par le son et par l'image. Et vous aviez la première question, si vous voulez bien me la rappeler. Alors oui, je tiens juste à vous préciser qu'on est en direct. Il peut y avoir un temps de latence lié au device, au moyen de réception, mais en revanche, un direct est un direct. Sinon, quand il y a un but sur un stade, les gens auraient le temps de prévenir les personnes qui sont devant la télé. En revanche, certaines compétitions, et là vous avez tout à fait raison, organisent un léger temps de délai. C'est le cas de certaines compétitions automobiles dans lesquelles il pourrait y avoir un événement tragique. Et là, on a une petite dizaine de secondes, mais qui est à la génération finalement de la réalisation, à l'origine, à la source, pour éventuellement passer sur un plan neutre pour éviter une image qui serait potentiellement choquante. Là, on est sur des sports à risque type sport mécanique ou ça arrive dans d'autres compétitions aux États-Unis également. Mais sur les compétitions précitées, en France, c'est du pur direct. Sport féminin. Merci bien. Donc, je me permets de répéter juste donc, la question de la proportion de diffusion entre les compétitions masculines et féminines, ainsi que la question sur les rediffusions. Est-ce que vous avez une intervention a posteriori si vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de le faire? Et enfin, je me permets juste de dépasser quelques secondes. Et enfin, est-ce que vous avez parlé donc là d'expérience, mais est-ce qu'il y a une consigne de la direction ou du groupe ou de la chaîne qui va spécifiquement dans le sens de la lutte contre les discriminations et si oui, comment expliquer que ce ne serait pas le même, la même consigne sur toutes les chaînes du groupe? Alors pour ce qui est de mon périmètre, les sports, la consigne est claire et tous les réalisateurs, tous les rédacteurs en chef la suivent et l'appliquent. Il faut savoir qu'on diffuse des centaines de matchs et 10 000 heures de programme, c'est plus d'heures qu'il n'y a dans une année, et c'est normal puisque nous avons plusieurs chaînes à notre disposition. Mais cette consigne, elle est clairement passée et clairement appliquée dans l'ensemble du périmètre des sports. Sur ce qui est de la proportion de sport féminin en direct, alors nous sommes extrêmement appétents de compétition féminine. Nous sommes diffuseurs de sport professionnel et nous sommes très heureux et très fiers d'accompagner aussi la professionnalisation de la D1. La D1 Arkema, le championnat de France féminin de football. Nous avons prolongé nos droits pour 6 ans, ce qui nous permet, main dans la main avec la Fédération française de football, et d'ailleurs nous étions en réunion avec les présidents des clubs il y a encore quelques jours avec Maxime Saada, pour soutenir cette professionnalisation et permettre aux joueuses de vivre de leur sport, ce qui n'est pas encore le cas. Le rugby, la Ligue nationale de rugby, avec qui nous travaillons extrêmement bien, de manière extrêmement proche, s'attelle à cette question. Nous avons un horizon de professionnalisation du rugby et je ne révèle pas de secret en disant que nous serons très heureux de diffuser ces rencontres-là le jour venu, c'est-à-dire le jour où il y aura un enjeu sportif et un cadre professionnel pour l'évolution de cette compétition. Je n'ai pas de proportion en matière d'heures entre les compétitions féminines et masculines. Je ne vous cache pas qu'elle est à l'avantage très net des compétitions masculines. Néanmoins, un certain nombre de sports sont mixtes et pour autant ne proposent dans leur line-up, dans leur affiche, que des hommes au départ. C'est le cas de la Formule 1. Rien n'empêche une pilote, une femme, de prendre le départ, mais voilà, ce n'est pas arrivé depuis 1975, je crois. Et nous serons très heureux, et d'ailleurs nous accompagnons énormément de jeunes pilotes, de jeunes femmes pilotes. Il y a une jeune Française qui s'appelle Doriane Pain qui est en train d'émerger. Nous avons déjà invité cette jeune fille dans nos émissions, et nous poussons via nos directs et via nos documentaires énormément le sport féminin. Je pourrais vous lister des dizaines de documentaires qui accompagnent la performance des sportives en cette année olympique et également dans un certain nombre de sports non olympiques.
Merci, je donne la parole à Monsieur Carl Olive. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de Canal Plus Sport, et heureux de partager avec vous depuis ce matin cette audition. Je rappelle à votre demande, et c'est très bien ainsi, que j'ai été également journaliste, enfin un ancien journaliste. On a 20 000 cartes de presse de différence, Monsieur Sénécal. Et qu'à ce titre-là, j'ai évolué dans l'univers de la presse écrite, de la presse radio, de la presse télévision publique et privée, et notamment Canal Plus et un certain nombre de ses satellites. Je ne résiste pas pour compléter les propos de la députée Amiot que dans les années 2000, j'étais très heureux d'avoir pu faire en sorte que le match France-Angleterre féminin soit diffusé en prime sur les antennes de Canal aux commentaires avec Thierry Gilardi et Aimé Jacquet. Je ferme la parenthèse. Monsieur le directeur général, monsieur Viret, vous avez fait une annonce ce matin en disant que dans le cadre, arrêtez-moi si je me trompe, de l'exclusivité que vous aviez sur le prochain appel d'offres de la Ligue des Champions, vous alliez créer en fait 18 chaînes live. Est-ce à dire que vous reprenez le schéma du pay-per-view, du prix à la demande, comme ce fut le cas jadis à kiosque? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question pour Monsieur Sénécal, en termes de ligne éditoriale, est-ce que cela entraînera une ligne éditoriale particulière sur une durée imposée avec du recrutement à la clé? Merci. Merci, Monsieur le député. Je voulais en profiter pour remercier Madame la députée qui a mis en avant tous les documentaires d'impact que nous avons pu faire sur l'inclusion, sur toutes nos chaînes, et notamment au niveau du sport et toutes les thématiques. Monsieur le député, oui, nous avons la chance d'avoir l'intégralité des matchs de la Ligue des Champions à partir de fin août. À partir de là, nous sommes en train de travailler avec la direction des antennes, avec la direction aussi de la distribution, de comment nous allons pouvoir exposer tous ces matchs. Puisque vous le savez, il y a certains soirs jusqu'à 17, 18 matchs en même temps. Notre objectif, c'est toujours le même, c'est de proposer la meilleure expérience pour nos abonnés qui sont férus de football et de sport de manière générale. Et l'idée que nous avons, c'est une proposition la plus harmonieuse pour les 18 matchs en fonction des choix, à la fois sur les chaînes existantes que vous connaissez, Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ 360. Et l'idée est de lancer des flux live qui pourront être pour l'instant sans pay-per-view, qui seront proposés avec des formules que nous sommes en train d'imaginer pour nos abonnés dans le cadre de leur pack sport. Mais c'est vrai que vous l'avez noté, c'est un changement important pour nous, parce que d'avoir l'intégralité des matchs, et vous savez que c'est vraiment la Ligue des Champions, une des compétitions les plus importantes au monde, et c'est aussi un pari technique de pouvoir proposer en UHD, en HD, avec un son Atmos sur certaines compétitions. Donc nous lancerons effectivement en serviciel sur un maximum de plateformes, que ce soit sur MyCanal, sur le satellite et autres moyens de distribution. C'est un maximum de flux live pour cette compétition. Et puis en parallèle, nous mettrons en place toute une éditorialisation spécifique. Et là, je passe la main à notre directeur des sports. Merci Gérald Brice. Alors c'est un formidable défi, 18 matchs en même temps. Il y a même certaines soirées où il y aura 18 matchs à 18h45 et ensuite 18 autres matchs à fort enjeu à 21h. Je pense que c'est le plus gros contrat jamais signé par Canal+ en termes de volume, avec plus de 500 matchs de Coupe européenne de football, là où aujourd'hui nous sommes en dessous des 100 matchs annuels. Alors, dans mon propos liminaire, j'ai parlé de ce programme innovant au micro qui va nous permettre de dénicher un jeune talent. Ça fera déjà un recrutement, pour répondre à votre question sur les recrutements. Ensuite, nous mobilisons toutes les énergies et toutes les forces vives en interne, et elles sont nombreuses, parce que les journalistes du service des sports sont talentueux, experts et polyvalents aussi. Rien n'empêche un journaliste du rugby de venir renforcer ponctuellement les équipes football le temps d'une soirée ou de quelques soirées de Ligue des Champions. Nous avons une douzaine de commentatrices et commentateurs de foot, même une quinzaine en comptant quelques pigistes, 15 à 20 même. Donc il n'y aura pas a priori de recrutement dans des proportions élevées, parce que nous sommes
en mesure d'absorber en grande partie l'incrément de tâches, de travail de cette Ligue des Champions et de ses compétitions associées, c'est-à-dire qu'il y a la Ligue des Champions, mais également l'Europa League et la Conference League. Par ailleurs, la ligne éditoriale, elle sera une belle occasion, et nous y travaillons depuis quasiment la signature du deal de droit sur la période 2024-2027, ce sera d'innover, ce sera d'accentuer notre leadership dans la couverture du football, ce sera de trouver de nouvelles idées. C'est très difficile parce que dans le monde entier, les meilleurs experts de sport en télévision diffusent du foot. Les idées originales sont très difficiles à faire émerger, mais on a beaucoup d'ambition pour voilà, reprendre encore plus de leadership sur la couverture du foot, avec nos mots-clés que sont l'immersion. On emmène l'abonné au stade comme s'il était même un membre du staff de l'une ou l'autre des équipes, avec le mode expert qui est quand même une de nos signatures et qui est largement utilisé par nos abonnés, et avec tout l'attirail d'émissions avant, après les matchs, et le savoir-faire documentaire. Nos abonnés relient énormément notre savoir-faire en matière de cinéma à notre savoir-faire en matière de sport, et la Ligue des Champions va nous donner l'occasion de développer tout un narratif autour de cette compétition. Et d'ailleurs, le programme Au Micro, dont j'ai parlé déjà 2 fois, nous permet de cultiver ce narratif, parce qu'il s'appuie sur l'histoire de la Ligue des Champions. Les jeunes talents participant au programme vont recommander des matchs de légende, et c'est sur ces matchs de légende de la Ligue des Champions que nous allons tester leur capacité à commenter les matchs d'aujourd'hui et de demain. Donc ça permet de revisiter tout un patrimoine, tout en se tournant vers l'avenir. Et c'est vraiment dans cette direction-là qu'on va aborder les 3 années à venir en Ligue des Champions et en compétition européenne de foot. Je donne la parole à notre collègue Céline Calvez. Merci Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, merci pour vos développements. Alors que des plateformes comme Netflix proposent une offre avec publicité depuis plusieurs mois, baissant le prix de l'abonnement, alors qu'Amazon annonce l'arrivée de la publicité sur Prime Video avec une option pour en avoir moins, on voit que le rapport entre payant et publicité se modifie sur les plateformes. Vous en avez aussi, MyCanal, c'est une plateforme, mais vous représentez, et nos discussions aujourd'hui vont s'attacher davantage sur les chaînes payantes de la TNT pour le groupe Canal+. Alors, quelles sont les impossibilités, les obligations ou les libertés quant au caractère payant et l'utilisation de la publicité sur ces fréquences que sont les TNT payantes ? Savez-vous dans quelle mesure vos publics pourraient être séduits par l'opportunité de voir arriver de la publicité sur les chaînes qui pourraient comme ça abaisser, pourquoi pas, leur prix d'abonnement, ou au contraire, ce serait trop effacer la distinction avec la TNT gratuite et ça pourrait conduire à une baisse des abonnements. Voilà, c'est pour avoir vos capacités d'action et de choix sur la distinction qu'il existe entre TNT gratuite et TNT payante. Merci. Madame la députée, c'est une très bonne question puisque on parle de la TNT depuis ce matin. La TNT, effectivement, qui a révolutionné le paysage audiovisuel, mais depuis, il y a toutes ces plateformes, et notamment la nôtre, qui sont arrivées et qui aujourd'hui remportent un franc succès auprès de nos concitoyens. D'abord, revenir sur nos conventions. Pour nos chaînes de la TNT, sur Canal+, nous avons une convention de chaîne cinéma, nous ne pouvons pas passer de publicité lorsque nous sommes encryptés. Nous avons la possibilité de diffuser de la publicité lors de nos plages en clair qui sont aujourd'hui extrêmement réduites. Nous n'avons pas la même utilité de ces plages en clair quand en 1984 ou dans les années 90, il fallait initialiser la chaîne. Aujourd'hui, tout le monde, 100% des Français connaissent Canal+. Nous allons fêter nos 40 ans. Donc la publicité aujourd'hui est uniquement sur nos plages en clair. Sur les chaînes Canal+ Sport, nous avons droit à un peu de publicité, mais limitée. Et sur Canal+ Cinéma, nous n'avons pas le droit puisque c'est une chaîne cinéma. Ça, c'est sur les chaînes de la TNT. Après, la question que vous posez, c'est effectivement, on voit par exemple la naissance de chaînes fast, c'est-à-dire des chaînes qui, en fait, relinéarisent des contenus qui étaient à la demande, donc chez une chaîne linéaire, qui sont payés par la publicité. Vous avez aussi de la frivole, ça veut dire qu'on va baisser le coût de l'abonnement en contrepartie avec de la pub.
Aujourd'hui, Canal+ étudie tous ces modèles, évidemment, puisqu'il ne faut pas ne pas être à l'écoute des choses qui se font. C'est pour ça, c'est ce que disait Maxime Saada ce matin, que nous avons besoin d'une régie forte, comme notre régie publicitaire, qui est la 3e aujourd'hui du marché en France. Parce qu'à tout moment, il faudra être réactif. Il faudra changer peut-être de fusil d'épaule. Pour l'instant, nous avons choisi, avec Christophe Pinard-Legris, qui est le directeur général de la France en charge de toute la commercialisation, de ne pas aller dans ces modèles de publicité sur nos chaînes payantes, puisqu'on reste vraiment sur un écrin pour nos abonnés. Nos abonnés sont habitués à ne pas avoir de publicité et nous n'allons pas dans cette voie. Mais en revanche, nous restons agiles et à l'écoute des marchés et de voir des modes aussi d'utilisation de nos consommateurs. Peut-être Jean-Marc, qui est un fin connaisseur aussi. Non, juste pour compléter, il y a quand même encore une petite dichotomie avec les plateformes sur ce sujet, parce qu'effectivement, si on voulait le faire, sur le cinéma, on aurait la problématique d'être nos chaînes étant interdites, et comme c'est souvent des droits à replay, on n'a absolument pas les mêmes contraintes qu'une plateforme. Aujourd'hui, elles peuvent couper des films, elles peuvent mettre de la pub où elles veulent, elles font absolument ce qu'elles veulent. On voudrait pas couper des films, hein, très honnêtement, on ne le ferait pas. Mais si on voulait, on ne pourrait pas. C'est au niveau des conventions que c'est, ou c'est au niveau de la loi? C'est toujours le même sujet du pays d'établissement versus le pays de diffusion. S'agissant du nombre de minutes de publicité par heure, c'est régulé pour les opérateurs locaux. Donc effectivement, c'est particulièrement le cas sur la TNT gratuite où il y a une réglementation extrêmement fine du nombre d'écrans publicitaires par heure qui ne s'applique pas de la même façon aux plateformes, encore une fois, pour des raisons de pays de diffusion versus pays d'établissement. Merci. Je redonne la parole à monsieur le rapporteur s'il a des questions complémentaires. Alors, compte tenu du fait que la journée a déjà été longue pour la plupart d'entre nous autour de cette table, que vous avez déjà un questionnaire écrit et que nous espérons et nous comptons sur le fait que nous aurons des réponses écrites, je vais juste préciser la première question de ce questionnaire écrit et je vous laisserai le loisir d'y répondre aussi par écrit. La question porte sur la structure de vos coûts, le coût de la grille spécifique des programmes, les coûts de personnel. J'aimerais que à cette question des personnels, vous précisiez précisément, et pour cause, la part des pigistes, des CDD, des CDI, la nature des contrats, etc., afin qu'on ait une vue précise de la façon dont le groupe s'organise. Voilà, je vous remercie. Nous vous répondrons par écrit sur toutes ces questions extrêmement précises. Vous remercier pour ces échanges et pour la qualité de ces échanges tout au long de la journée. Merci d'avoir découvert aussi tous nos métiers au sein du groupe Canal+. Vous avez vu que nous sommes des passionnés en termes de contenu, quelles que soient nos chaînes. 35 services qui sont conventionnés par l'ARCOM sur la TNT ou sur le câble et le satellite, sur la plupart des thématiques que nos concitoyens adorent. Nous aurions pu parler de la jeunesse, puisque Christine Coquelin est aussi la directrice de 2 chaînes jeunesse, mais vous dire que nous sommes des passionnés de contenu et que nos abonnés nous regardent, ainsi que la France, puisque nous avons près de 90% des téléspectateurs, enfin de nos concitoyens qui nous regardent tous les jours. Merci. Merci, c'était effectivement une journée